Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vous parle simplement dans une chambre parce que la ville où je suis installé pour le moment, Carthagène, dans le nord de la Colombie, est trop bruyante pour que je puisse enregistrer à l'extérieur et vous montrer donc le paysage en même temps. Ce n'est pas le plus important. Je vais ici continuer la série sur les pays où éventuellement s'expatrier si on quitte l'Union européenne. J'en ai parlé depuis 2022. Et je vous propose en même temps de discuter de notre mésaventure récente en Colombie qui est riche d'enseignements. En effet, durant notre premier quart d'heure à marcher dans la ville de Carthagène, nous avons été agressés par un voleur qui a attrapé le sac de Marinella en moto et il s'est enfui évidemment avant que quiconque puisse réagir. Il y avait notamment son téléphone, avec 2 cartes SIM philippines, ses cartes de banque et de crédit, et surtout son passeport. Évidemment, c'est une très mauvaise image pour commencer un voyage. C'est la première fois que Marinella est ainsi volée, et c'était donc assez traumatisant. Traumatisant pour moi aussi, puisque j'ai pas pu la protéger, alors que je fais tous les efforts pour que tout se passe bien pour elle depuis des années. Je ne vais pas ici analyser en détail les erreurs qui ont mené à cette mauvaise expérience, mais je souligne ma responsabilité puisque elle n'aurait pas dû prendre son passeport, ce n'était pas nécessaire. Donc je n'ai pas surveillé correctement ce qu'elle emmenait, je l'ai mal informée ou je n'ai pas assez insisté, puisque pour ce qui concerne son téléphone, je lui avais dit de ne pas le prendre et elle l'a pris quand même. Donc il y a cette responsabilité, je l'ai laissé traverser la rue toute seule alors que j'aurais mieux fait de l'attendre puisqu'elle me suivait. Et donc ça ne serait pas arrivé, etc., etc. Bref, ce n'est pas le sujet ici. Par contre, ce qui s'est passé ensuite est très révélateur. En effet, le passeport était vraiment nécessaire, et sans lui, on a réfléchi à toutes les solutions, c'est pas la peine de nous envoyer des messages en disant « Contactez l'ambassade de Philippines à Bogota », il n'y a pas d'ambassade des Philippines à Bogota, ou de nous dire « Il suffit de demander un nouveau passeport, il faut aller aux Philippines pour en avoir un », puisque les consulats et ambassades des Philippines dans d'autres pays, notamment au Brésil, où nous aurions dû nous rendre si on n'avait pas retrouvé le passeport, n'auraient fourni qu'un document provisoire pour entrer aux Philippines. Donc, c'était vraiment une catastrophe pour nous, dans notre situation. Mais le passeport a été retrouvé, et c'est un véritable miracle, pour ceux qui croient au miracle, ou, un autre point de vue, c'est vraiment caractéristique de la Colombie, où, hormis quelques pourcents de gens comme ce voleur, qui peuvent être de véritables ordures, alors, voler en sac sans violence, c'est moins grave qu'assassiner les gens, mais il y a de tout en Colombie, hein. Donc il y a des kidnappings, il y a des meurtres, il y a tout. Alors vous allez dire, il y a ça dans tous les pays. C'est vrai, mais ici en Colombie, c'est assez extrême dans certaines parties du pays, malheureusement. Ce qui rend le pays relativement dangereux. D'ailleurs, si vous lisez les conseils aux voyageurs, que ce soit du ministère français ou d'autres pays, Belgique, États-Unis, Angleterre, Canada, etc., ils recommandent à une grande vigilance et une grande partie du pays est déconseillée, voire entre les guillemets interdite. Bien sûr, on ne peut pas vous interdire physiquement d'aller, mais ça a des conséquences si vous arrive quelque chose au niveau des assurances, etc. Tout ça pour dire que le passeport a été retrouvé parce que les Colombiens normaux, hormis la petite proportion de criminels, j'ai envie de dire, qui gâchent tout ou presque, sont des gens extrêmement accueillants, extrêmement sympathiques, aimables, et ils vont faire des efforts pour aider les personnes en difficulté. D'ailleurs, il nous a été confirmé par plusieurs Colombiens que si ce vol a eu lieu de cette manière, c'est parce que d'une autre manière, eh bien, ça n'aurait pas pu avoir lieu si un voleur attaque un touriste ou d'ailleurs un Colombien dans la rue, eh bien, les passants vont tout de suite l'empêcher d'agir et tenter de l'arrêter et de le remettre à la police. Donc, il y a cette ambiance mitigée où une majorité des gens va faire tout son possible pour que vous ayez un séjour agréable, pour que tout se passe bien pour vous et pour vous protéger, et une minorité seulement tente de vous voler vos affaires. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et on a retrouvé le passeport comment ? Eh bien, on a eu l'idée de contacter un maximum de Carthagénois, j'imagine qu'on dit, les habitants de Carthagène, via des réseaux sociaux, et nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée, puisque la propriétaire
de l'appartement dans lequel on est installé, que nous avions encore jamais rencontré, on n'avait rencontré que son employé, a pris l'initiative de faire la même chose de son côté. Et il a eu plus de succès que nous, puisque une connaissance a entendu parler d'un passeport philippin retrouvé dans une zone extrêmement dangereuse de la ville. Et il s'est proposé pour aller rencontrer le voleur, ce qui est en effort, puisque on sait qu'aller là-bas, ça peut mettre votre vie en danger. Et il a rencontré, en fait je dis le voleur, je ne sais pas si c'est le voleur, il a rencontré quelqu'un qui prétend avoir trouvé le passeport, mais ça peut être le voleur lui-même, qui a voulu le rentabiliser ainsi, puisque en passeport philippin, on ne peut pas faire grand-chose avec. Il lui a demandé de l'argent, et l'argent a été payé, la propriétaire a payé pour récupérer le passeport. Et elle nous l'a ramené, et elle nous a dit, eh bien, ce sont des frais que vous n'aviez pas prévus, je comprends la situation, voici ce que j'ai payé, vous me remboursez comme vous voulez, ce que vous pouvez, ou pas, de toute façon, il fallait que vous retrouviez le passeport. Et ça montre bien la mentalité des Colombiens. Ils ne sont pas tous après votre argent, loin s'en faut. Ils sont d'une honnêteté remarquable. C'est en détail évidemment à côté de ce qui vient de se passer, mais le matin du jour où j'ai tourné cette vidéo, j'ai été acheter des bananes dans un petit magasin local. Je voulais juste acheter quelques bananes et j'ai payé un petit peu de trop. Je me suis trompé dans les pièces. Il faut dire que le pesos colombien vaut pas grand-chose. Il en faut près de 4000, environ 4000 pour avoir en euros. Et donc quand on vous sort des prix de 2000, 3000, on sait que c'est moins en euros, que c'est pas grand-chose. Bon, on donne un billet, il y a des billets de 2000, et puis quelques pièces. Et j'ai donné trop de pièces. Eh bien, le marchand, quand je suis parti, m'a appelé, il m'a dit « Vous avez donné trop, voici 2 bananes de plus. » Bon, ça montre bien que ce sont des gens honnêtes, parce qu'il n'aurait rien dit, il aurait eu un tout petit peu d'argent en plus. Et je n'aurais jamais vérifié, j'aurais jamais été compter mes pièces pour voir que j'avais payé quelques centaines de pesos de trop. Et donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut avoir en tête, et ça me permet de vous rappeler que ce que je disais au Mexique était très semblable. J'ai fait une vidéo sur le Mexique, donc dans la série. C'était la première sur un pays, puisque j'étais installé au Mexique quand j'ai commencé cette série de vidéos, et je compte toujours m'y installer. Je vous ai expliqué en fait la même chose, à savoir que les Mexicains sont des gens très honnêtes, et que c'est une petite partie des Mexicains criminels qui gâchent la bonne ambiance qu'il y a dans le pays. Enfin, ils ne la gâchent pas entièrement, parce que dans la plupart des régions, la plupart du temps, ça se passe très bien. Mais je veux dire, la réputation à l'étranger est très mauvaise pour le Mexique, comme elle est très mauvaise pour la Colombie, à cause d'une petite proportion de la population. Mais toute cette expérience est très enrichissante. Parce que si malheureusement elle nous a appauvris financièrement, parce qu'on n'a plus accès au compte en banque de Marinella pour le moment, parce qu'il a fallu racheter un téléphone pour elle, donc évidemment ça c'est très ennuyeux, mais c'est une parenthèse et je ne vais pas baser mon analyse d'un pays sur une mauvaise expérience et ses conséquences, évidemment. Ici, le but c'est de partager quelque chose de concret, de sérieux qui peut vous aider. Les Colombiens sont des gens qui comprennent votre situation et vont essayer de vous mettre à l'aise, et si vous leur confiez quelque chose, ils ne vont pas aller vous dénoncer à la police, etc., si vous n'avez rien fait de mal à leurs yeux. Or, le but de ces vidéos, je vous le rappelle, c'est de vous donner des alternatives par rapport à un monde extrêmement contrôlé qui est en train de se mettre en place en Europe. Pour ceux qui croient qu'avec la pandémie, qui est plus ou moins terminée pour le moment, on ne parle plus tellement du virus 19, je ne crois pas qu'il y a de censure pour le moment, mais je préfère être prudent. Les actions concrètes, comme les passes sanitaires, les QR codes, ne sont plus tellement d'actualité, et beaucoup de gens ont un petit peu oublié. Je pense qu'ils ont tort, parce que la finalité, et je vous l'ai déjà dit à l'époque, c'est un passeport numérique européen, où il y aura toutes vos données, y compris le fameux pass sanitaire, et un moyen de paiement qui sera contrôlable à distance, et vous empêchera donc d'acheter des produits qui ne rentrent pas dans votre, je dirais, crédit social. Autrement dit, si on veut limiter la quantité de pétrole que vous utilisez, bien si vous achetez un produit directement ou indirectement consommateur de pétrole, le système peut vous empêcher de l'acheter. On parle aussi de limites géographiques. On parle de faire des villes de 15 minutes, c'est-à-dire des quartiers de 15 minutes où les gens ne sortiraient pas du quartier. Ça éviterait évidemment les déplacements, ça limiterait les émissions de gaz à effet de serre, etc. Tout le monde pourrait aller faire ses courses à pied, ce qui est fondamentalement une bonne idée, sauf que on ne le ferait pas de façon sympathique, mais coercitive.
Et donc votre système de paiement, eh bien, si vous quittez les 15 minutes, il ne fonctionne plus ou il y aurait des restrictions, voire des taxes. Donc vous voyez, tout ça est en train de se mettre en place, et encore une fois, il ne faut pas aller sur des sites du genre, je l'ai déjà cité, mais je ne crois pas qu'il existe, complotiste.com, il suffit d'aller voir sur le site officiel de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui explique le fonctionnement de ce portefeuille numérique européen, et le projet a déjà été lancé, je ne sais plus, c'est marqué sur le site exactement quand, mais il avance, et de plus en plus on entend que des mises en place en France sont prévues pour septembre 2024, donc dans un mois. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde l'aura. Au début, ce ne sera pas obligatoire, évidemment. Il faut commencer par fournir les gens qui vont le choisir de façon volontaire. Puis, on va l'encourager, peut-être avec des primes, etc. Et puis, quand il ne restera plus que quelques pourcents de résistants qui ne veulent pas recevoir et utiliser ce système de contrôle, alors il y aura certainement des mesures coercitives. Bref, c'est dans ce contexte que je vous parle de la Colombie. Or, une chose que je vous ai dite pour le Mexique, que je vous ai dite pour d'autres pays, c'est que moi, mon point de vue, c'est qu'il faut être dans un pays où vous pouvez être localement autosuffisant pour pas être dépendant du système. Ce qui implique un pays où la nature est riche et peut vous nourrir sans avoir besoin d'aller au magasin. Concrètement. Parce que sinon, d'une façon ou d'une autre, on vous aura. Si votre seul moyen d'acheter de la nourriture, c'est d'avoir un système de paiement qui vous contrôle, donc un téléphone avec vos passes sanitaires, etc., vos passes climatiques, et je ne sais pas tout ce qu'ils vont encore inventer, on a vu les passes pour les Jeux Olympiques, par exemple, à Paris, eh bien, un jour, vous serez bien obligé de vous soumettre. Parce que vous ne pouvez pas toujours compter sur quelqu'un d'autre qui s'est soumis à ça pour aller faire vos courses, d'autant plus que lui, s'il s'est soumis, on va voir ses déplacements, on va voir ses achats, on va voir qu'il achète pour plusieurs personnes, etc. Donc, vous finirez par être repéré. Donc, il faut un pays où la nature est encore riche et peut encore nourrir les humains sans passer par des systèmes, je dirais, officiels. Et pour ça, la Colombie est un pays génial, parce qu'elle produit quasiment tous les fruits et tous les légumes possibles et imaginables, souvent encore de façon assez artisanale, donc on trouve des produits de bonne qualité, pas seulement des produits industriels. Et si vous allez dans des villages reculés, vous pouvez en profiter, et les Colombiens vont pas être du genre à aller vous dénoncer, parce que beaucoup seront d'accord avec vous sur l'idée de ne pas vous soumettre à ces outils de contrôle. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la Colombie est un pays où il faut être très prudent, parce qu'il existe des gens qui ne vous veulent pas que du bien. C'est aussi vrai au Mexique. Et c'est vrai dans toute l'Amérique latine. En réalité, c'est vrai dans tous les pays du monde, mais il y a quand même des pays où cette criminalité est plus forte qu'ailleurs, et la Colombie fait partie des pays où la criminalité est la plus forte. Notons toutefois que dans le top 50 des villes les plus dangereuses du monde, il y a toujours une dizaine de villes mexicaines, donc c'est la plus grosse proportion. Donc, quand je vous ai dit que le Mexique était un pays tout à fait accueillant si on choisissait bien les endroits où on s'installait, je peux évidemment dire la même chose sur la Colombie. Si vous choisissez bien votre endroit, vous pouvez rapidement trouver une manière de vivre où vous n'êtes pas dépendant des systèmes modernes de paiement, etc. Alors, reste évidemment le côté administratif, que je n'ai pas encore testé, mais si notre objectif, à Marinella et moi, c'est toujours de nous installer au Mexique, je vous en ai encore parlé dans une vidéo très récente que voici, eh bien, on envisage éventuellement que la Colombie soit notre choix numéro 2. Donc si ici, maintenant, nous sommes en Colombie, nous trouvons une manière de devenir résident, elle ou moi, eh bien, on le fera. Une fois que l'un de nous est résident, on se mariera, ce qui permettra à l'autre de résider également. Et une fois marié, si on a trouvé un travail correct et qu'on peut accumuler un petit peu d'argent pour la suite, ce qui nous évitera de nous vous en demander régulièrement comme on le fait depuis quelques années, eh bien, on le fera. D'ici là, ce qu'on va faire, c'est intensifier les publications, notamment les formations, y compris en anglais et en espagnol, pour avoir un plus large public et espérer financièrement être rapidement dans une situation moins difficile, que pour l'instant, elle est vraiment critique. Bon, ici j'ai mélangé un petit peu les informations personnelles, les informations vous concernant, mais en fait, c'est normal, puisque notre situation personnelle nous oblige à nous informer, et ce sont ces informations-là qui, a priori, vous intéressent.
Je pense que c'est plus facile d'être résident en Colombie qu'au Mexique. Mais, bien sûr, il y a des démarches à faire, etc. Je vous tiendrai au courant si je trouve des détails intéressants. Là, les personnes qui nous ont aidés, notamment la propriétaire, pour retrouver le passeport, nous ont dit qu'elles allaient aussi nous aider à trouver un travail et à être résident. Est-ce que ça va porter ses fruits? Nous ne le savons pas encore. Nous vous invitons donc à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur cette chaîne, bien entendu. Mais je ne vais pas faire des vidéos sur la Colombie tout le temps pour savoir comment ça évolue. Dès que j'ai des informations intéressantes, eh bien, évidemment, je les communiquerai, notamment dans un groupe que j'ai créé spécialement pour ça et que je mets ici à l'écran, en groupe Facebook. Je informerai également sur Telegram, sur mon mur Facebook, etc., etc. Rappelons que la Colombie est le pays le plus riche du monde pour les oiseaux et de façon générale, un des plus riches, si pas le plus riche au niveau de la biodiversité. La raison est simple. Premièrement, il y a beaucoup d'eau. C'est quand même très important dans ce monde où le réchauffement climatique commence à affecter de plus en plus de gens. J'en ai déjà parlé beaucoup. Il y a des endroits où on peut quasiment plus vivre parce qu'il n'y a plus d'eau. La Colombie est le pays du monde où il pleut le plus. Bon, c'est quand même important aussi de le savoir parce que si vous détestez la pluie, il faut aussi en tenir compte. Après Carthagène, il est probable que nous allions dans l'état de Santander, notamment sa capitale Bucaramanga. Et cette ville est une ville très sûre. Ça nous a été confirmé de diverses sources. Bucaramanga est plutôt dans une vallée, même s'il y a des endroits plus bas en altitude, notamment quand on va vers l'ouest, et donc c'est une ville relativement chaude. Non loin de Bucaramanga, il y a par exemple la ville de Tunra, qui, elle, contrairement à Bucaramanga, qui est dans une vallée où il fait relativement chaud, est à plus de 2700 mètres d'altitude, il pleut rarement, il fait frais, et donc c'est un autre choix. Donc en fonction de vos préférences de milieu naturel, je dirais, vous avez différentes villes, vous pouvez vous installer, et tant qu'il n'y a pas de complications au niveau de crédit social, etc., pour l'instant la Colombie en est loin, eh bien vous pouvez travailler normalement dans une de ces villes en toute sécurité et profiter de vos activités. Et si jamais on arrive dans une situation où tout d'un coup il faut une carte d'identité électronique avec des restrictions de liberté, etc., eh bien vous pouvez alors faire, je dirais, votre déménagement dans la nature, et vous avez tous les milieux, mais moi je conseille pour vivre en autonomie, d'être entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, plutôt la fourchette supérieure, 1500-2000, peut-être 2500, mais attention au froid, parce que là, vous avez l'avantage de ne pas avoir d'animaux dangereux, de ne pas avoir plein d'insectes piqueurs, etc. Vous êtes dans des zones très sûres au niveau de la nature aussi. L'expérience que j'avais faite de vie en solitaire dans la forêt, au Népal, tournait aux alentours des 1600 mètres d'altitude. L'expérience que j'avais faite avant ça pour m'y préparer en Ouganda était dans le même ordre de grandeur. Et là, maintenant, je n'ai plus fait ce genre d'expérience donc depuis 2016, mais je m'y prépare. Je pensais que la suivante serait de façon un petit peu moins extrême au Mexique, mais cette fois avec Marinella et pas tout seul. Et là, on était plutôt basé à 1000 mètres d'altitude. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas au Mexique, et si nous n'y arrivons pas, si nous n'arrivons pas à, disons, passer toutes les barrières, notamment administratives et financières qui sont mises, on pourrait faire nos premières expériences en Colombie. Et les départements de Colombie qui conviennent sont variés, il y en a plusieurs qui conviennent, mais si on tient compte de la sécurité, le département de Santander pourrait être un des bons choix. Mais encore une fois, je vous en parlerai plus en détail, notamment quand j'y serai. S'il n'y a pas de changement de plan, évidemment, si la propriétaire de notre appartement trouvait par exemple un boulot de cuisinière dans un restaurant végan de Carthagène la semaine prochaine, pour Marinella, eh on resterait évidemment ici, en tout cas elle et moi. Et pour la personne qui nous accompagne, à ce moment-là, on verrait ce qu'elle décide, mais nous, évidemment, on essayera de s'en sortir, puisque notre priorité pour l'instant, c'est quand même de joindre les deux bouts, ce que nous n'arrivons pas à faire pour le moment. Et donc nous nous concentrons sur de nouvelles publications qui arrivent. J'espère que vous apprécierez, que ce sera une motivation de plus pour nous soutenir financièrement. Les liens vers Tipeee sont dans la description, mais si vous voulez faire un don significatif, contactez-moi, je vous transmettrai donc mes détails bancaires, et à ce moment-là, vous pouvez agir, et je dirais nous sauver la vie, ou presque.
Je dis ça comme ça, sur un ton à moitié humoristique, mais c'est vrai. C'est vrai que là, on est dans une situation très délicate. On a pris le risque de venir jusqu'ici et on compte sur les dons liés notamment donc à nos formations pour s'en sortir. La Colombie est un pays bon marché, ça c'est un gros avantage. Mais bon marché, il faut quand même manger et donc avec un revenu nul, c'est quand même pas possible, sauf si on s'installe peut-être dans la forêt, mais on n'est pas encore à ce stade. Nous aimerions, pour l'instant, tant que c'est possible, continuer à être connectés au monde et à continuer à vous informer. Donc, comme ceci, sur les différents pays que nous avons visités. Il y en a d'autres qui arrivent, je vais vous parler de la Malaisie, de l'Indonésie, de l'Inde, du Népal, du Sri Lanka. Il y a plein d'autres publications qui arrivent, donc il y a tout ce qui est oiseaux, il y a tout ce qui est écologie, climat, animaux, et puis il y a encore des cas peut-être plus précis. Je pense notamment lancer une série, je dirais plutôt dans le cadre de la biodiversité, qui mettra en lumière quelques grosses erreurs d'argumentation que l'on trouve chez les gens qui s'intéressent donc à des problèmes, je dirais, globaux. Mais cette fois-ci, je vais les expliquer de façon très courte. D'ailleurs, la prochaine formation, aura des vidéos très courtes, puisque je pense que la longueur des vidéos est un des freins qui fait que notre chaîne YouTube ne monte plus beaucoup. Je n'ai pas assez de membres pour que la participation au financement participatif, donc justement, soit suffisant. Donc il faut qu'on ait plus de membres, il faut donc que nos vidéos soient plus intéressantes, et je sais qu'une des caractéristiques demandées par le public, ce sont des vidéos beaucoup plus courtes, parce que sinon les gens pensent qu'ils n'ont pas le temps de regarder, ils passent à autre chose et ils oublient de revenir. Voilà. Donc je vais faire ces efforts. D'ici là, je vous invite à voir ou à revoir mes vidéos sur les autres pays, la vidéo, je dirais, pilote, qui explique pourquoi je vous conseille l'expatriation. Je vous invite évidemment à nous soutenir et à partager sur les réseaux sociaux et partout où vous pouvez nos vidéos pour que notre public grandisse. Et donc, plus on a de public, plus on aura de dons et plus on pourra publier des choses qui vont vous intéresser. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Vous allez voir beaucoup d'autres images de Colombie. J'ai déjà fait des très belles photos à Carthagène. Et au minimum, a priori, on restera 6 mois dans ce pays. Et avec toute la richesse qu'il y a, il y aura beaucoup de choses à vous montrer. Profitez-en bien. Posez vos questions ci-dessous dans la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas que si vous publiez vos questions dans les commentaires de YouTube, je ne peux pas ajouter des images. Mais si vous le faites sur Facebook, par exemple, eh bien, à ce moment-là, je peux vous mettre des images pour illustrer mes réponses. À très bientôt.